Quoi? Hein? Moi je regarde celle-là, elle est belle. Les technologies futuristes sont l'exposition estivale Peak in. Mais c'est électrique là-dedans. Ah? Le Japon accueille les traditions ancestrales et technologies futuristes se rencontrent et où le savoir-faire, le design et l'innovation se conjuguent à la perfection. Cette exposition est exceptionnelle, elle met en lumière la richesse et l'histoire automobile japonaise à travers 3 grands thèmes: les voitures japonaises historiques, les sportifs et supercars japonaises, ainsi que les voitures de compétition qui ont largement contribué à la renommée mondiale du Japon. Papa, viens voir, viens voir. Elle est belle. Mat, comme elle est belle, Mat. Et c'est surtout beau, Mat. De la superbike japonaise, des modèles révolutionnaires aux classiques intemporels qui ont marqué à la fois la route et les circuits. C'est donc une exposition riche en véhicules opératifs, en récits passionnants et en hommage à l'ingéniosité, à l'esthétique. A80 est officiellement retiré en 2002 et n'est pas remplacé, en tout cas pas immédiatement du moins. Il y en a qui sont ici, hein. J'en ai vu. Et puis, ils sont en 2019 pour qu'une Toyota dépoussière l'appellation Supra pour l'attribuer à un nouveau modèle. La 5e génération voit le jour la même année et fait beaucoup parler. L'enthousiasme lié au retour du célèbre blason laisse rapidement place à des doutes, notamment que cette nouvelle mouture partage sa plateforme et son moteur avec la BMW Z4. Et oui, il y a quelqu'un tout à l'heure qui me dit: non, c'est pas possible, c'est quand même pas un moteur BMW dans une Toyota. Bah si. Et oui, 2 versions sont proposées par la marque. Un 4 cylindres 2 litres turbo de 258 chevaux et un 6 cylindres de 3 litres turbo de 340 chevaux. Nissan, Mazda, Honda. La nouvelle Supra n'a malheureusement jamais réussi à atteindre la cote de popularité de son illustre devancière. Voilà pour l'histoire de la Toyota Supra. Voici. Elle faut ça. Comment là? Hein? C'est n'importe comment. Allez, c'est parti pour la parade. Les premières voitures sont dans le rayon et il y en a qui ne sont pas encore sorties des paddock. Vous imaginez le nombre de participants? C'est génial. C'est ça. Sport Asia. La part de voiture, c'est ça, oui. Elle est pas. 78, la Supra n'était en fait qu'une version allongée et plus puissante de la Celica. Ce n'était rien d'autre
La première génération s'est cantonnée d'aller au marché japonais et américain et la puissance variait entre 110 et 145 chevaux selon les versions. Et puis en 1982, la Supra adopte le design typique des sportifs des années 80. Et face au succès rencontré par la première génération aux États-Unis et au Japon, et Toyota décide de lancer la Celica Supra A60, qui viendra également en Europe. Et à partir de 1982, le coupé Nippon arrive donc chez nous avec un design mis à jour et les fameux phares escamotables. Le catalogue ne compte désormais plus que 6 cylindres en ligne, dont le plus puissant atteint les 170 chevaux. La troisième génération de Supra reprend le même design, mais affine le trait. On est en 1986. Toyota renouvelle le modèle et le renomme simplement Supra. La petite massacre émissaire. Voilà. Ouais. Un argument fort face au cabriolet plus lourd et complexe de l'époque. La première évolution majeure a été en 1994 pour la MX5 avec l'introduction de moteur de litre 231 chevaux et pour augmentation de puissance, la caisse est renforcée, notamment au niveau des bas de caisse et de la baie de pare-brise. Le freinage est également revu avec la ventilée à l'avant sur certaines versions. Les années suivantes vont arriver de nombreuses séries limitées. C'est bon. Anda. S spécial VR limité pour la très prisée MX5 Arctic Blue avec sa capote beige. En 97, la série spéciale 6V est proposée en Europe, tandis que Mazda MX-5 a sa révélance en 1998 après près de 431 000 exemplaires produits, un record pour un Roadster de place. Dès les premières ébauches du projet, comme je vous l'ai dit,
La capote bizarre, Mazda MX-5 est au centre des Mercedes préoccupations des ingénieurs. L'objectif n'était pas la simplement GTR. de proposer une voiture décapotable, mais de garantir que le conducteur puisse ouvrir ou refermer la capote en moins de 10 secondes sans quitter son siège. À une époque où de nombreux cabriolets proposaient des toits rigides, lourds, des mécanismes hydrauliques complexes et coûteux, Mazda opte pour une approche minimaliste. La GTR, là, c'est une autre GTR. Celle-là, elle est encore plus belle. À deux loquettes sur le pare-brise. Cette simplicité est non seulement un gage de fiabilité, mais renforce aussi la philosophie homme-machine du roadster. Celle-là, c'est pas celle de Noël, En 1994, certaines versions reçoivent une capote avec la lunette arrière en verre et le dégivrage électrique, une amélioration significative par rapport à la cette magnifique petite voiture. Oui, c'est là. Encore, c'est un nom. Les dirigeants de Mazda, celui de recréer une voiture de sport légère, fiable et abordable dans l'esprit des roadsters anglais des années 60, comme la Lotus Elan ou la MGB. Ce rêve nourri de nostalgie et d'un sens précis de ce que doit être une voiture de plaisir va. Voilà, il faut être patient pour la pause entière aussi. GTR, celle-là. Vraie GTR. Ça, c'est une Cayenne GTT, celle-là, c'est une vraie GTR. Attends.